Salut tout le monde, on est reparti pour cette 11e vidéo. 11e vidéo, je pensais pas arriver si loin, mais c'est cool, enfin, franchement je suis super contente d'être là. J'espère que vous avez passé un bel été et voilà, pour cette rentrée j'ai décidé de enfin faire ma vidéo sur le traitement hormonal que je promets depuis un moment, hein, et voilà. Bienvenue et bonne vidéo. Le traitement hormonal, il y a quelques prérequis avant de pouvoir le commencer. À savoir, il va falloir passer par des prises de sang. C'est nécessaire pour avoir des valeurs de référence. Aussi avoir votre taux hormonal en fait. Et savoir comment mieux gérer en fait votre traitement et comment l'adapter en fait à chaque personne. Car le traitement hormonal va être différent d'une personne à l'autre. À la suite de ces prises de sang, il va y avoir d'autres examens qui sont vivement recommandés mais pas obligatoires, à savoir une densitométrie osseuse et graisseuse pour avoir des valeurs de référence à nouveau pour votre squelette et votre masse graisseuse. Il va y avoir des tests de fertilité en cas de cryoconservation, parce qu'on peut aujourd'hui congeler du sperme ou des ovules. Ils vont tester la fertilité, c'est au choix de nouveau. Actuellement, ce n'est pas encore pris en charge par l'assurance maladie de base, mais c'est en discussion, alors peut-être que ça changera. Voilà, à voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme examen qui est vivement recommandé? Passer bêtement chez un psy, en fait, pour avoir la déclaration d'un psychiatre qui affirme qu'on est dysphorique. Ça va aider pour la suite des événements, étant donné que si on est diagnostiqué avec une dysphorie de genre par un psychiatre, c'est l'assurance de base qui va prendre en charge et pas votre poche. Et les traitements hormonaux, ça coûte cher. Encore un petit ajout à tout ça, c'est qu'il n'existe pas de traitement hormonal spécifiquement prévu pour les personnes en transition. C'est toujours des traitements qui existent déjà pour d'autres traitements hormonaux, mais pas pour une transition. On en reparlera, enfin, je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Voilà. Pour un bon traitement hormonal, il faut savoir de quelle hormone on parle. Alors, je ne vais pas vous refaire vos cours de bio, mais on va vite passer là-dessus pour comme ça vous êtes au clair sur la suite. Donc, une hormone, c'est une molécule messagère dans le corps humain qui est totalement nécessaire à la vie. Sans elle, je ne crois pas qu'on puisse bien vivre, en tout cas. On peut vivre sans certaines, mais pas sans aucune hormone. Voilà. Elles sont nécessaires à la croissance, elles sont nécessaires à la gestion du stress, justement à la sélection au niveau sexuel, où c'est qu'on va se placer, pour régler aussi la température du corps. Ça va être une hormone qui va faire ça, c'est pas juste le corps humain qui décide de. Pour revenir à ce que je disais juste avant, il y a les hormones sexuelles. Et nous, ce qui va nous intéresser là en l'occurrence, c'est la testostérone et les œstrogènes. Œstrogènes. Je sais plus exactement aujourd'hui comment on le dit. Je crois que les deux sont justes ou les deux sont faux. Enfin bref, peu importe. Mais voilà, c'est les deux hormones vraiment qui vont nous intéresser aujourd'hui. Et la progestérone. En fait, il y en a trois, pas deux, pardon. C'est une omission de ma part. Il y en a trois. La testostérone, les œstrogènes, estrogènes et la progestérone. C'est les trois dont je vais parler aujourd'hui, sur lesquels je vais me focus. Voilà. La testostérone, elle est produite donc dans les gonades, ce qui veut dire chez l'homme dans les testicules et chez la femme dans les ovaires. Oui, la femme produit un peu de testostérone, évidemment à moindre dose, mais il peut y avoir de temps en temps des petits dérèglements qui peuvent éventuellement causer de l'hirsutisme, mais ceci n'est pas le sujet, et surtout, cette vidéo elle va pas pouvoir vous servir à vous diagnostiquer de l'hirsutisme comme ça. Voilà, c'est un médecin qui va pouvoir le dire, mais c'est pas ma vidéo. Hein, je préfère être clair là-dessus, pas que on puisse me reprocher quoi que ce soit. Voilà. Et enfin, pour la progestérone et les œstrogènes, c'est surtout les ovaires qui vont produire ces hormones-là, ce qui fait que chez l'homme, il y en a moins.
il y en a aussi en infime partie, mais évidemment, chaque sexe a son hormone, ses hormones de prédilection. On va dire ça comme ça. Voilà. J'avais dit, je ne vais pas vous faire vos cours de bio. On effleure le sujet. Voilà, c'était juste pour remettre un peu les choses au clair. Voilà. Pour cette troisième partie, je vais juste faire un petit rappel, c'est que là je vais parler vraiment du traitement hormonal féminisant, étant donné que pour le traitement hormonal masculinisant, je n'ai pas d'informations ou extrêmement peu. Et ça juste parce qu'en fait ça ne me concerne pas, voilà. Je suis navré pour les personnes qui font une transition pour être des hommes, mais du coup je me suis très peu renseigné là-dessus, étant donné que c'est pas mon chemin. Alors le but principal ici, ça va être de faire chuter ma testostérone, donc la testostérone de n'importe quelle femme trans, pour autant qu'elle ait décidé de faire un traitement hormonal, bien sûr, et la remplacer par autre chose, parce qu'évidemment, si vous avez été un peu attentif au début de ma vidéo, comme je disais, une carence hormonale, ça existe, j'en ai eu une en début d'année. Pendant 3 mois, en fait, j'avais plus rien. Plus d'oestrogène, plus de testostérone, rien. Et en fait, pendant plus de 2 mois, j'ai été malade. Voilà, super. Donc, il va falloir remplacer cette testostérone par des estrogènes pour moi et ou de la progestérone. Je n'ai pas de progestérone personnellement, je reviendrai là-dessus après, mais je n'ai pas de progestérone. Au niveau des oestrogènes, du coup, on va préférer l'estradiol, qui est un des 3 principaux oestrogènes dans le corps féminin, parce que c'est en fait aussi le plus... déjà c'est le plus présent et c'est le plus puissant des 3, ce qui fait que beaucoup de traitements aujourd'hui sont à base d'estradiol. Avant de me filer cet estradiol, il a fallu faire chuter mon niveau de testostérone. Et pour ça, eh bien, nous avons utilisé, j'ai demandé aux chuves de me garder les boîtes. Voilà, ça c'est le Lucrin Dépôt que je fais, c'est une injection que je fais tous les 3 mois. La boîte est vide, hein. La seringue coûte 450 francs, le chuve m'a pas prêté une seringue. Voilà, voilà, ça c'est ce qui sert à faire chuter ma testostérone, le Lucrin Dépôt. Et je vais remplacer cette testostérone manquante par de l'estradiol. Et l'estradiol, il existe plusieurs façons de l'administrer. Moi j'en ai eu 2. Il y a le flacon d'oestrogène, comme ça. Ça se présente. Oups. Voilà, c'est un simple tube. Il faut appuyer à chaque fois un coup et c'est ce qu'on appelle un push, et puis vous allez vous faire prescrire plusieurs pushs afin de pallier à la testostérone qui va vous manquer. Voilà. L'autre façon que j'ai eue, c'était, je cache juste, bon, on s'en fout, l'estradote, qui est en fait un patch. Voilà. Là c'est du sang, enfin c'est ce qu'ils appellent du sang, et c'est à changer tous les 3 jours. Bref, on reviendra sur les modes d'administration plus tard. C'est les 2 façons que j'ai eu d'avoir des oestrogènes, de l'estradiol. Et puis en fait, c'est grâce au patch que j'ai eu ma chute libre d'estradiol. Je sais pas pourquoi, ça marchait très bien pendant 6 mois et tout d'un coup, plus rien. Et c'est pour ça qu'il est important justement d'avoir régulièrement des prises de sang pour suivre en fait le taux d'oestrogène, de testostérone, de progestérone pour celles qui vont en prendre ou pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, tous ces médicaments, hein, que ce soit l'oestrogène, l'estradote, le Lucrin, tout ça, c'est des médicaments qui sont à la base pas destinés aux personnes en transition. Non, l'œstrogel et l'estradote sont des traitements pour, comment on dit, des traitements
post-ménopause en fait, donc c'est des choses qu'on va prescrire aux femmes qui sont ménopausées et qui ont beaucoup de symptômes de leur ménopause. On va leur donner ça pour calmer ces fameux effets secondaires et effets indésirables de la ménopause. Le Lucrin, du coup, en général, ça va plutôt être prescrit pour lutter contre les cancers de la prostate, du sein, contre l'endométriose aussi, et voilà. C'est pas du tout, comme je disais, c'est pas du tout des traitements qui sont développés à la base pour les personnes en transition, c'est des choses qu'on adapte aux personnes en transition, de choses qui existent déjà. C'est pour ça que c'est important de surveiller tout ça. Et évidemment, tous ces médicaments ont aussi des effets secondaires, c'est pour ça qu'une densitométrie osseuse est vivement recommandée, c'est parce que du coup, il faut vérifier, typiquement, je sais que l'œstrogel, moi en contrepartie, je dois prendre du calcium parce que du coup, avec l'œstrogène, je garde moins le calcium en moi. Voilà, ça fait partie des petites choses qui, comme ça, ma foi, font partie du jeu. Hein, c'est comme ça. Oui, du coup, pour revenir encore à ce que je disais tout à l'heure, moi j'avais commencé avec le gel. Ça m'a vite saoulé, et puis j'ai demandé justement à passer au patch. Le patch est très bien. Et puis après 6 mois d'utilisation, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, plus aucun effet. Du coup, je n'avais plus d'estradiol, plus de testostérone. J'étais malade, comme je disais, pendant 2 mois pratiquement. Et finalement, je suis revenu au gel et finalement, je m'y suis faite. C'est un coup à prendre, maintenant ça va. J'ai pris cette habitude-là et c'est plus un problème, mais c'est vrai que ça a certaines contraintes, hein, ce gel. C'est pour ça que moi je le mets typiquement le soir après m'être douché. C'est que on est censé plus trop prendre les enfants dans les bras à partir du moment où on a mis notre gel pour éviter le transfert d'œstrogène aux enfants, ce qui me paraît logique. Il n'y a pas ce problème-là avec les patchs. Les patchs, c'est plus pratique, parce que c'est tous les 3 jours qu'il faut le changer, alors que le gel, c'est tous les jours qu'il faut le remettre. Et puis voilà, mais c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus... On s'y fait, en fait. Au final, on s'y fait. Et puis voilà. Je suis arrivé au bout de cette première vidéo. Il y en aura une deuxième là, qui va sortir bientôt. Je sais pas encore quand. J'ai eu quelques soucis pour imprimer mon texte aujourd'hui. Bref, je vous sépargne tous ces détails. Mais voilà, la prochaine vidéo suivra rapidement, je pense d'ici 2-3 semaines. Et puis voilà. Donc je rappelle, hein, ma vidéo elle n'est pas faite pour vous diagnostiquer quoi que ce soit. Vous pouvez pas changer votre médication vous-même si vous êtes en transition et que vous regardez cette vidéo. Vous pouvez pas dire « Ah, j'ai vu cette personne qui a dit que c'était mieux le gel que du coup j'ai changé moi-même ». De toute façon, tous ces médicaments sont à chaque fois sur ordonnance. C'est des traitements, comme je disais, qui coûtent cher. Hein. L'injection là qu'on fait tous les 3 mois, une seringue c'est 460 francs à chaque fois. Un récipient de ça là, de l'œstrogel, à chaque fois c'est quand même 20 francs, c'est une vingtaine de francs. Ça veut dire que moi toutes les 3 semaines grosso merdo je dépense 20 francs juste pour ça. Et puis les patchs c'était une trentaine de francs je crois la boîte, je sais plus exactement. Voilà. Mais du coup c'est cher et de toute façon c'est sur ordonnance, donc vous ne pourrez pas changer comme ça de vous-même. Par contre vous pouvez poser la question. La prochaine vidéo par contre je reviendrai aussi sur l'histoire de la progestérone. Et puis voilà, d'ici là, si vous avez tout bien saisi et que vous avez des questions, il y a l'espace commentaire là en dessous, faut pas hésiter, hein, et puis voilà, un petit like, un petit abonnement, c'est la récompense, ça fait plaisir et ça donne envie d'en faire d'autres vidéos. Voilà, surtout que j'ai encore plein de choses à vous raconter finalement. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt.